Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Il y a quelques jours, je comptais le nombre d'épisodes et je pense que celui-ci est le 18e. Donc nous sommes exactement à 2 épisodes avant la fin de cette saison 2. Pour la saison 3, nous avons de grandes surprises à venir, notamment le fait que le podcast passera d'un podcast exclusivement audio à un podcast vidéo aussi, pour répondre à une demande sans cesse croissante qui s'est exprimée. Et oui, on vous a écouté. Alors, comme vous le savez, cet épisode est fièrement sponsorisé par ThinkPub, la régie publicitaire, et produit en partenariat avec Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour mémoire, notre podcast donne la parole à des experts qui nous éclairent sur des sujets spécifiques, démystifie les informations et élimine toute déformation qui pourrait altérer notre compréhension d'une situation donnée. Pour écouter notre podcast, vous pouvez le faire sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et bien sûr sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Cette semaine, je vous propose un plongeon dans l'univers de l'Organisation des Nations Unies afin de découvrir ensemble ce qu'est l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, joue un rôle crucial dans la promotion des droits des enfants et le soutien à leur bien-être à travers le monde. Si vous avez écouté l'un de nos podcasts précédents, vous avez certainement dû mesurer l'étendue du problème lié à la protection des enfants, débattu avec le colonel Moussavou des forces de police nationales à qui, bien sûr, nous réitérons toute notre gratitude. On comprend alors qu'au Gabon, l'impact des actions de l'UNICEF soit particulièrement attendu. Mais comment cette organisation internationale parvient-elle concrètement à améliorer la vie des enfants et des familles gabonaises? Quels sont les domaines d'intervention prioritaires de l'UNICEF et les résultats qu'ils obtiennent? Quel est le rôle de l'UNICEF au Gabon et comment cette organisation internationale contribue-t-elle concrètement à améliorer la vie des enfants, des familles dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection et du développement communautaire? Alors, ça fait plein de questions et nous sommes vraiment très reconnaissants du fait que Madame Fabry ait accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Alors nous vous invitons à découvrir en détail ce qu'est l'UNICEF au cours de notre entretien. Bonjour Madame Fabry, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé, merci encore une fois d'avoir accepté de discuter avec nous. Alors pouvez-vous vous présenter et nous décrire votre rôle au sein de l'UNICEF et surtout nous dire comment vous en êtes arrivé là? Comment est-ce qu'on devient un fonctionnaire international? Alors, mon nom est Marie-Reine Fabry, Chirezi Fabry. Je suis d'origine belgo-congolaise. Je suis la nouvelle représentante de l'UNICEF au Gabon. Je couvre également Sao Tomé et je suis également accréditée auprès de la CEAC pour les 11 pays d'Afrique centrale. Alors, comment je suis arrivée là? J'ai un parcours un peu atypique de médecin de formation. Donc, je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo et puis ma famille a décidé d'aller en Belgique où j'ai fait mes études de médecine. Et à la fin de mes études de médecine, j'avais cette envie de retourner en Afrique, retourner là où était ma grand-mère, mes cousins. Et pour faire 3 mois de stage. Et je suis retournée à Bukavu, à l'est du Congo. Et là, j'ai été vraiment choquée par la différence dans les soins de santé comparé à l'Europe, là où j'avais fait ma formation. Et j'ai décidé de ne plus repartir. Je suis un peu repartie pour me reformer, pour faire la médecine tropicale, la santé publique. J'ai également fait une formation en médecine interne à Genève, mais toujours dans l'objectif de revenir en Afrique. Je n'ai pas tout de suite commencé à l'UNICEF. J'ai d'abord travaillé comme médecin clinicien dans les hôpitaux. Je faisais la formation des infirmiers. Et petit à petit, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser à des projets, à aller au-delà de la clinique avec ma formation en santé publique. J'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé avec des ONG et qui m'ont amené dans différents pays africains pendant une 20aine d'années.
Et ma dernière expérience m'a fait quitter l'Afrique. Je suis partie en Afghanistan, dont je viens de revenir. Et donc vraiment toutes ces expériences, tout d'abord en pratique clinique et ensuite avec des ONG, finalement avec le système des Nations Unies, d'abord avec l'OMS et puis l'UNICEF, ont fait de moi la personne que je suis et qui me permettent maintenant de manager, plus de gérer des équipes dans les différents projets. Alors, quand j'ai atterri à l'UNICEF en 2008, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai décidé d'arrêter mes changements parce que pour moi, le mandat de l'enfant est le plus beau mandat qu'on puisse avoir. Nos enfants, les jeunes, c'est l'espoir tout d'abord, c'est le futur et œuvrer vraiment pour leurs droits, pour le bien-être, c'est quelque chose qui me passionne au quotidien. Donc, comment est-ce qu'on arrive aux Nations Unies? C'est votre question. Je pense qu'il n'y a pas de voie directe. Il n'y a pas de voie directe. Il faut, et surtout à l'UNICEF, quand justement le mandat de l'enfant, quand on parle de l'enfant, nous avons tous les profils à l'UNICEF. Et tout le monde peut apporter sa contribution pour le bien-être. Moi je suis médecin, mais nous avons des personnes des juristes, nous avons des enseignants, nous avons des chauffeurs, des responsables en informatique, dans vraiment tous les domaines sont là, et c'est ça la beauté aussi multisectorielle, multidimensionnelle. Le bien-être de l'enfant, ça passe par là. Donc, je dirais, soyez passionnés, aimez ce que vous aimez faire, faites le mieux et puis appliquez à l'UNICEF. D'accord. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout ce qui touche aux enfants, surtout quand c'est pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ou du moins quand c'est pour leur offrir un futur bien plus reluisant que le nôtre, les parents, c'est toujours quelque chose d'exaltant. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui lésine sur les moyens quand il réfléchit à l'avenir de ses enfants, et avoir la possibilité de travailler à l'amélioration de l'avenir de tous ses enfants, parce qu'il y en a des milliers et des millions certainement quand on est à l'UNICEF. Ça doit vraiment être exaltant, et félicitations pour ça, parce que c'est aussi c'est votre contribution. Je voulais vous demander, depuis combien de temps est-ce que l'UNICEF est active au Gabon, et surtout quels sont les principaux domaines d'intervention de votre organisation ici? Ok, donc l'UNICEF est dans 191 pays et au Gabon, nous sommes là depuis 30 ans. C'est une belle question parce que nous allons célébrer ça cette année. Nous sommes en train de préparer ça et j'espère que tout le monde sera à nos côtés. Donc ça fait 30 ans que nous sommes là. Alors, nos domaines prioritaires varient au fur et à mesure des priorités du gouvernement. Il faut savoir qu'en tant que Nations Unies, nous n'arrivons pas avec nos programmes tout faits. Nous arrivons avec un mandat, celui de protéger les droits et d'œuvrer pour le bien-être des enfants en s'appuyant sur la Convention des droits de l'enfant. Mais ce qui est important, on ne se substitue pas absolument à l'État. Nous les accompagnons. Donc, notre programme, et nous avons un programme de coopération qui est sur une durée de 5 ans, se fait d'abord avec tout un travail en amont. D'abord, nous accompagnons, nous appuyons les gouvernements sur leurs priorités nationales, sur leur plan de développement. Ensuite, nous appuyons le plan de développement, le plan cadre du système des Nations Unies, parce que l'UNICEF n'est pas seul, il y a nos agences sœurs. Et ensuite, aligné à tout ça, l'UNICEF peut développer son cadre compte tenu de notre mandat, de nos capacités en logistique, ressources humaines. Et alors, nous nous inscrivons sur certaines priorités. Alors, ici au Gabon, quelles sont les priorités de l'UNICEF ? La santé est une grande priorité, notamment la prévention. Le Gabon est un pays qui a longtemps mis une importance beaucoup sur le curatif, sur ce qu'on appelle le tertiaire, les hôpitaux, les structures. On se rend compte, et ce n'est pas uniquement pour le Gabon, qu'il est important d'œuvrer dans la prévention, de ne pas se focaliser sur soigner les maladies, mais les prévenir. Et donc, une des interventions les plus importantes pour ça, c'est la vaccination. Et c'est une priorité pour l'UNICEF. L'approche communautaire
également, c'est important. Je disais, on encourageait et on s'appuyait sur les structures sanitaires. Maintenant, le gouvernement comprend qu'il faut aussi aller au niveau de la communauté pour apporter cette prévention. Donc, la santé, c'est un domaine. L'éducation, et donc vous verrez que nos priorités sont aussi alignées aux droits de l'enfant. Donc, l'éducation est importante. Au Gabon, il y a un très bon accès à l'éducation. Oui. Surtout au primaire. Il n'est pas bon au pré-primaire, et ça j'y reviendrai, mais il est assez bon. Mais maintenant, il faut travailler sur la qualité de l'éducation. Au Gabon, il y a 25% des enfants au primaire qui redoublent. Donc nous aidons le gouvernement, le ministère de l'Éducation sur la qualité de l'enseignant, la formation des enseignants, mais aussi la digitalisation qui est le futur. Donc c'est un projet que nous avons débuté. Je parlais du pré-primaire. Maintenant, toutes les études montrent qu'un enfant a plus de chances de réussir s'il est stimulé dès sa plus jeune enfance. Et la maternelle, comme on l'appelle, le pré-primaire est important. Nous sommes à 43% ici au Gabon et essentiellement dans le secteur privé. Vous comprendrez tout de suite qu'il y a une inégalité d'accès pour les familles qui sont les plus vulnérables. Le troisième aspect, c'est la protection de l'enfant. Si vous ouvrez les journaux tous les jours, malheureusement, on voit énormément de cas de violence en milieu scolaire, mais aussi dans les familles. En milieu familial aussi. Dans les familles, et il y a plusieurs raisons pour ça. La précarité des familles en est une, mais il y a d'autres causes profondes. Exactement. Et nous travaillons là-dessus et de manière multisectorielle parce que la solution, vous verrez, n'est pas uniquement sur le juridique. Il faut vraiment qu'il y ait sur un travail en amont en protection sociale pour gérer les inégalités, aider les familles précaires et un accompagnement après sur ça. Donc ça, c'est vraiment un domaine qui nous tient à cœur. Il faut savoir que 8 enfants sur 10 subissent des violences, qu'elles soient psychologiques, sexuelles, physiques. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Le quatrième domaine, c'est la protection sociale. 62% des enfants vivent dans des familles qui ne bénéficient pas de filets sociaux. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Et le dernier, c'est les jeunes. Pendant longtemps, l'UNICEF s'est beaucoup concentré sur les moins de 5 ans parce que c'est là que nous avions la mortalité la plus grande. Maintenant, on se rend compte que tout enfant jusqu'à 18 ans vraiment est très important. On le faisait avant, mais maintenant on encourage vraiment, surtout dans le contexte actuel et ce qui se passe en Afrique. Et c'est là que tout va se passer encore dans les années à venir. Nous devons aider les enfants, nous devons aider les jeunes à être les acteurs du changement, du futur. Et donc là aussi, nous apportons un paquet d'interventions avec les autres agences sœurs. Donc on peut dire que vous êtes sur les 0-18 ans. Sur les 0-18 ans, nous sommes aussi sur les mamans, sur les papas, parce qu'un enfant sans sa maman et son papa, c'est compliqué. Mais effectivement, les 0-18 ans. Et nous discutons aussi avec les autres sur les jeunes, sur la formation professionnelle, comment les préparer à avoir les compétences, comment les préparer à avoir les outils pour changer, parce que ça fait peur. Moi-même, j'ai des enfants et je me dis, il faut qu'on leur donne de l'espoir, parce que dans le contexte actuel, il y a des crises, il y a le changement climatique, il y a des guerres et il y a des crises économiques. Et on dit à nos jeunes, voilà, on a un peu fait des bêtises, à vous de réparer. Donc c'est important de leur donner l'espoir et les moyens pour qu'ils puissent faire ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure que en tant qu'agence et aussi en tant qu'organisation, même l'Organisation des Nations Unies, globalement, on ne vient pas dans un pays avec dans ses valises un programme tout fait qu'ils imposent. Vous travaillez vraiment en collaboration avec le gouvernement et vous suivez les priorités du gouvernement. Est-ce que dans vos partenaires, on peut aussi compter les organisations locales de la société civile? Et si oui, comment vous organisez votre collaboration avec ces organisations? Alors, tout dépend du pays où nous œuvrons. Mais ici, au Gabon, notre partenaire majoritaire
c'est le gouvernement, parce qu'ils ont cette capacité de mise en œuvre. Nous avons quelques partenaires de la société civile avec lesquels nous travaillons en fonction des ressources que nous avons. Dans certains pays, on travaille majoritairement avec la société civile. Je vous ai dit que j'arrive de l'Afghanistan. C'est un pays où le gouvernement n'est pas reconnu. On est obligé de trouver un moyen d'atteindre chaque enfant, chaque famille. Et donc là, on travaille avec les partenaires. Ici, je vais dire que si on n'a pas de partenariat écrit ou si on ne les finance pas, mais on travaille conjointement, parce que c'est tout le monde qui doit s'articuler autour des priorités nationales, que ce soit les Nations Unies, mais aussi les ONG ou les acteurs de la société civile. Également les représentants de la communauté. Tous ces acteurs sont très importants parce que c'est ce qui va faire la durabilité des programmes. Parce que l'UNICEF, et je le souhaite pour chaque pays du monde, chaque pays africain, qu'il n'ait plus besoin de l'UNICEF et que ce soit les structures en place. Nous travaillons aussi beaucoup avec le secteur privé dans une optique pas uniquement du secteur privé de financer UNICEF, pas du tout, mais de les conscientiser aux problématiques de l'enfant, aux besoins, pour que le secteur privé qui est très présent ici au Gabon puisse investir dans les secteurs sociaux. Et ça, nous espérons qu'avec cette approche-là, ça puisse apporter des solutions un peu plus durables, parce que, comme je vous dis, si nous on se retire ou si on a moins d'appui de nos bailleurs, que les acteurs économiques puissent également développer le pays et les secteurs sociaux. C'est vrai. Et je pense, juste pour rajouter sur ce point qui, de mon point de vue, est vraiment capital, il faut que le secteur privé s'investisse un peu plus. Si on prend le cas du Gabon, l'enfant, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a tout ça, mais il y a surtout le divertissement aussi qui permet de créer cet éveil chez l'enfant. Et c'est vrai qu'il y a une partie que l'État doit faire, mais il y a une partie aussi dans le cadre de la contribution sociale des entreprises qu'ils peuvent apporter. Développer un espace de jeu dans un quartier, ouvrir une petite bibliothèque pour que les jeunes puissent, je sais pas, développer leur capacité. Et ça, le secteur privé, on a toujours l'impression que lorsqu'on parle de questions nationales, en fait, ils se sentent pas très concernés. Petite parenthèse pour vous, le secteur privé, on vous suit à la trace. Alors, Madame Fabry, merci beaucoup pour tous ces détails. Franchement, je pense que, y compris pour Ivanov, on a une petite lumière qui s'allume dans nos têtes, on comprend mieux ce que vous faites. Et c'est ce qui m'en va poser cette prochaine question sur un point de vue pratique. Là, vous nous avez dit un petit peu globalement ce que vous faites. Pour les Gabonais qui sont ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, un peu comme Ivanov et moi, quels sont les projets emblématiques que l'UNICEF a initiés au Gabon qui pourraient nous servir de boussole pour mieux comprendre ce que vous réalisez? Alors, si j'en reviens, on a fait beaucoup de choses en 30 ans, hein, oui. Mais si je me réfère à ce qui est en train de se faire par rapport aux priorités que j'ai énoncées, si on prend l'exemple de la vaccination, nous avons un partenariat, nous avons mobilisé des ressources auprès du gouvernement japonais pour renforcer la chaîne de froid. Parce que les couvertures vaccinales ne sont pas bonnes du tout au Gabon, ça il faut le savoir. Juste peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, les couvertures vaccinales ne sont pas bonnes, voilà. Donc quand on parle de la vaccination, je pense que vous avez, et je l'espère, été vacciné. Oui. En santé publique, il y a l'individu qui reçoit un vaccin, ça va le protéger, mais il y a aussi un effet de protection dans la communauté. Si 80% des enfants dans la communauté sont vaccinés, ça protège. Et ça protège même les 20 qui ne le sont pas ou qui l'ont été et le vaccin n'a pas été efficace, parce que ça arrive et aussi, ça dépend du type de vaccin. Ici, on est bien en dessous de ça. On tourne autour des 60%. Il y a beaucoup de raisons par rapport à ça. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on s'est concentré beaucoup sur le curatif. Au Gabon, uniquement 15% des structures sanitaires publiques
offrent la vaccination. 5% des structures privées offrent la vaccination. Donc, le vaccin... Les vaccins coûtent extrêmement cher, Madame Fabry. Ils sont gratuits. Il y a certains vaccins, quand on va dans le privé, à la pharmacie, on ne citera pas le nom, j'en ai acheté un dernièrement, et il a coûté près de 60 000. Mais c'est ça la problématique, c'est que normalement, les programmes de prévention, et c'est un des plaidoyers que nous faisons, que le gouvernement s'engage et assure cela pour offrir la vaccination. Le Gabon, dans lequel vous êtes né et vous avez grandi, a une situation particulière. C'est qu'au vu de son statut, que c'est un pays à revenus intermédiaires, tranche supérieure, fait que le Gabon n'est pas éligible pour recevoir des donations comme d'autres pays vont l'avoir. Vous avez peut-être entendu ou lu dans les journaux, il y a ce qu'on appelle Gavi, l'Alliance globale pour la vaccination, qui aide la plupart des pays. Le Gabon, au vu de son statut économique, n'y a pas droit. Donc tout doit venir du gouvernement. Le gouvernement assure l'achat des vaccins avec l'appui des partenaires qui apportent une expertise technique, mais c'est un effort particulier. C'est ce qu'on demande aux autres pays d'arriver à faire, mais le Gabon, il est forcé de le faire. Donc on a des couvertures vaccinales qui sont faibles, qui sont autour de 60%, et aussi une qualité de vaccin, parce que si le vaccin doit être respecté, doit être dans des frigos. Si on coupe ça, si vous amenez le vaccin au nord ou à l'est et qu'il a été transporté dans des camions qui ne sont pas frigorifiés, l'efficacité du vaccin se perd. Donc, l'UNICEF, ces 2 dernières années, a appuyé, par exemple, sur le renforcement de la chaîne de froid, s'assurer qu'il y ait des chambres froides, au moins dans 4 régions, financer des camions pour le transport. Il reste encore des défis, parce que vous connaissez la géographie du Gabon. Il y a aussi l'hydrographie. On a financé des camions, mais pas encore des bateaux avec... Donc, il y a tous des défis auxquels nous devons répondre. Ça, c'est un exemple. Concrètement aussi, je vous parlais de la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie la formation des enseignants. On appuie également le projet de digitalisation, parce que le pays va à son rythme, mais doit faire des plus grands pas, toute l'Afrique doit faire des plus grands pas dans le développement et d'aller vers les nouvelles technologies. Donc ça, c'est un projet pilote qu'on a vraiment appuyé. On a un partenariat avec Airtel aussi. Je cite nos partenaires parce que c'est important. Et c'est important qu'ils encouragent dans le même esprit de ce que je disais, que les autres acteurs économiques investissent dans des... Ça va motiver les autres. Ça doit. Moi aussi, je fais appel à vous, secteur privé. On vous attend pas uniquement pour mettre des ballons, mais pour investir, voilà, dans des écoles, construisez des écoles. Et là, j'étais très heureuse. Il y a un partenaire économique ici qui est dans l'agriculture qui est venu nous voir spontanément. Le consul honoraire de Belgique en disant « Mais moi, là où je suis, il y a 10 écoles, comment je peux faire pour les appuyer avec votre appui ?» Et donc, il demandait un peu un partenariat. Et on va voir avec le ministère de l'Éducation comment on peut apporter une expertise technique et lui financer. Donc, ce sont des exemples. On appuie aussi sur la protection des violences à une approche multisectorielle. On appuie le ministère de la Justice, par exemple, pour qu'il y ait aussi des tribunaux autonomes pour les enfants. Parce qu'encore, ici, c'est très compliqué le parcours du jeune qui est en conflit avec la loi. Il doit suivre le même parcours que les adultes. Donc, on appuie ça, s'assurer ça, c'est pour celui qui est en conflit. Celui qui est victime aussi, c'est parfois encore plus dur parce qu'il est doublement victime. Exactement. On l'interroge, etc. D'avoir des espaces, des quartiers réservés sur toutes les étapes du processus pour les jeunes. Mais ça, c'est la prise en charge. Comme je dis, nous, ce qui est très important, c'est la prévention. Comment on s'assure que les enfants ne soient pas victimes ou ne soient pas en conflit avec la loi. Et là, je le répète, c'est tout le monde qui doit agir. On doit agir. Vous parliez tout à l'heure de divertissement. Le sport, il faut qu'on développe le sport, qu'on développe les activités pour que
les enfants s'épanouissent et ne se retrouvent pas ou dans la rue ou à faire des choses qui les mettraient exactement. Donc une approche vraiment, une approche aussi médicale pour les jeunes malheureusement qui sont victimes de violences. Et donc ça, nous œuvrons sur la prévention de ces fléaux. Par rapport à l'inclusion et la protection sociale, nous venons de terminer le recensement de toutes personnes vivant avec handicap. Donc quelque chose qu'on doit applaudir. Ici au Gabon, il y a un appui pour tout adulte vivant avec handicap. Mais on s'est rendu compte que les familles qui ont un enfant vivant avec handicap ne bénéficient pas de cette aide. Alors que vous pouvez imaginer que pour une famille qui se retrouve avec un enfant qui a plus de besoins que les autres, ils ont besoin aussi d'avoir cette aide. Donc pour aider déjà le gouvernement, nous avons appuyé cette enquête qui va être, le rapport va sortir la semaine prochaine, avec comme objectif de faire un plaidoyer en disant ces enfants, ils sont là, aidez-les, aidez leur famille à prendre bien soin d'eux pour qu'ils ne se trouvent pas, parce qu'ils sont souvent victimes justement de violences, Cette etc. question est extrêmement capitale, Madame Fabry. La semaine dernière, nous étions avec l'association des personnes handicapées du Gabon. Ils sont à Kembo. Nous sommes allés les rencontrer et il y a une histoire déchirante que l'un d'entre eux me racontait. Il me disait, imaginez, vous venez au monde dans une famille de 4 enfants. Et puis vous venez au monde avec un handicap. Vous n'avez pas fait un jeu et puis vous êtes tombé, vous êtes fait mal. Non, vous êtes né comme ça. Et puis en grandissant, votre père commence à envoyer l'ensemble de ses enfants à l'école. Plus vous évoluez, plus il se rend compte qu'en vérité, vous envoyer à l'école lui coûte l'équivalent de ce qu'il dépense pour envoyer les 3 autres enfants à l'école. Et puis du jour au lendemain, il s'assoit et il vous dit « Cette année, tu vas attendre, hein ? Tu partiras l'année prochaine. » Donc, tous les jours, vous voyez vos frères et sœurs partir à l'école et vous ne partez plus. Donc, il interrompt votre éducation parce que financièrement, il n'est pas capable de la supporter. Donc, ce monsieur a vécu cette première étape-là comme un rejet du point de vue de sa famille. Et aujourd'hui, c'est un adulte et il a encore raconté plein d'autres expériences de comment la société l'a rejeté, de comment il est incapable de participer à des concours pour accéder à des emplois et tout, parce que pour certains concours, il y a un espace où on dit de faire des... vous savez, il y a la pratique et il y a la théorie. Et quand on arrive à l'exercice pratique, et il dit, mais je ne peux pas faire la pratique, je suis une personne à mobilité réduite, ils lui disent, ah ben non, mais nous, ce concours n'était pas ouvert à vous, en fait, vous ne pouvez pas. Et donc, c'était tellement traumatisant, je pense que depuis qu'il m'a raconté cette histoire, ça m'a tellement traumatisée que aujourd'hui je me réjouis d'entendre que c'est vraiment une question que vous prenez à bras le corps, parce qu'il y a des enfants qui sont dans des familles, pas uniquement à Libreville, mais partout dans le Gabon, qui vivent ça. Ils sont nés avec un handicap et puis c'est comme si de leur naissance jusqu'à ce qu'ils soient, je sais pas, on va les punir pour cela, et je trouve que c'est extrêmement injuste. Donc merci beaucoup pour ça. Je voulais vous partager cette histoire qui m'a fondu le cœur, et je me doute bien que lorsque vous initiez des projets comme tous les projets sur lesquels vous travaillez, vous devez certainement être confronté à de nombreux défis, parce que enfin les Nations Unies ou les agences des Nations Unies, on a toujours l'impression que les choses se passent de manière tellement lisse avec vous, qu'il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, avec tous les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous rencontrez des défis, vous, l'UNICEF, dans la mise en place de vos projets, et si oui, c'est souvent lesquels? Alors, j'aimerais vous dire non, mais oui, des défis, il y en a au quotidien. Ce que vous venez de dire me fait vraiment penser à ça, c'est justement, on est confronté à toutes ces histoires. Ce que vous venez de dire, vous comprenez pourquoi j'adore ce que je fais, c'est qu'au quotidien, on rencontre des gens qui nous inspirent, qui nous motivent, qui nous rappellent pourquoi on est là. Mais il y a aussi cette difficulté. Quand vous rencontrez un individu qui vient vous conter son histoire et vous ne pouvez pas répondre à sa situation, même vous venez de la raconter, j'aimerais courir le voir et lui dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Mais on doit agir plus sur les politiques, sur les systèmes, s'assurer que la situation change
pour le grand Pour tout le nombre. monde. Donc au quotidien, pour moi personnellement, c'est un challenge. Vous avez dit, on voit ce qu'on connaît des Nations Unies, on voit les voitures. Quand on voit la voiture et écrit UNICEF, on descend, évidemment, il y a des sollicitations et on aimerait pouvoir répondre à tout ça. On ne peut pas parce qu'on doit travailler vraiment, comme je dis, sur une approche systémique. Le deuxième défi, et ça vient à la suite de ça, c'est de pouvoir définir, design des projets qui vont répondre vraiment aux besoins des populations. Et ça, c'est important pour nous et je pense qu'on ne le fait pas encore assez, c'est d'aller sur le terrain, écouter nos bénéficiaires. C'est vraiment une approche que l'UNICEF prend. En anglais, on dit AAP, donc Accountability to Affected Population. Comment on est redevable, pas uniquement au gouvernement, mais aux enfants, aux familles. Et ça, on ne peut le savoir qu'en allant les écouter, aller rencontrer les communautés et connaître leurs besoins. Ensuite, un troisième défi, c'est l'argent. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et mobiliser des ressources pour le Gabon, c'est pas aisé. Je vous ai expliqué le statut du pays qui fait que plusieurs canaux habituels qu'on a dans les autres pays, on ne peut pas y faire appel. Donc, on doit être innovant, on doit trouver des idées, on doit pouvoir susciter l'intérêt, expliquer la situation des enfants. Donc, on fait pas mal d'enquêtes aussi pour apporter des chiffres, de dire voilà, le Gabon, c'est ça, concret, pour que ça motive les bilatéraux, les ambassades qui sont ici à œuvrer, le secteur privé, j'y reviens, mais aussi le gouvernement. Quand on approche de la loi budgétaire, où est-ce qu'ils vont mettre leurs ressources, c'est important de pouvoir dire investissez dans les secteurs sociaux parce que c'est ça qui va développer le pays, c'est ça qui va faire le futur du pays. Donc pas mal de défis. Bon, la liste est longue, mais ça c'est 3 gros importants défis. On a aussi des défis logistiques quand on va sur le terrain. La saison des pluies, l'accès aux populations. Voilà, le Gabon est un pays magnifique. Mais ces routes, lors des pluies, c'est compliqué. L'hydrographie qui est aussi toute importante, mais rend aussi l'accès plus compliqué à certaines populations et on veut laisser aucun enfant derrière. Donc, c'est important d'adresser cela aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure l'AAP, Accountability to Affected People, et j'ai envie de vous demander du coup comment vous mesurez l'efficacité et l'impact de vos projets sur les populations et quel est pour vous un exemple de réussite concret sur mais la réussite, pas juste vos projets, une réussite dont vous êtes fiers. La première chose que j'ai remarqué en rentrant dans votre bureau, ça c'est pour les auditeurs parce qu'ils ne le voient pas, c'est vous avez une petite commode avec 2, 4, 6 baobabs. Ils sont de tailles différentes, de couleurs différentes, vous allez nous expliquer. Du coup, alors l'histoire de ces baobabs va avec la question, comment vous mesurez l'impact de vos actions sur les populations et quel est le projet ou l'initiative que vous avez menée qui a été une totale réussite qui du coup est à l'origine de ces baobabs. Alors merci beaucoup pour la question. Donc et je vais faire juste un petit parallèle. Moi, en tant que médecin clinicien, à la base, quand je soignais quelqu'un, j'avais cette satisfaction personnelle de voir la personne allait mieux. Oui. Quand on travaille en santé publique ou sur des gros projets, parce qu'il n'y a pas que la santé, c'est surtout les secteurs, c'est plus difficile au quotidien de mesurer. Donc, c'est important, comme je disais, d'aller sur le terrain, de retrouver la motivation et de suivre les résultats pour se dire, quand même, on y arrive et on progresse un petit peu. Donc, c'est pas toujours évident, mais on identifie avec le gouvernement, les partenaires, des indicateurs qui vont nous permettre de suivre. Je parlais de couverture vaccinale, c'est quelque chose que nous suivons.
Est-ce qu'on est à 60? Est-ce qu'on est à 65? Est-ce que tous les investissements qu'on fait nous permettent d'évoluer? Et donc, on suit des indicateurs qui sont fixés, des indicateurs traceurs. Alors, l'histoire de ces baobabs, c'est que l'UNICEF, au niveau de la région, suit un petit peu les pays sur les différents indicateurs qu'on s'est fixés avec le gouvernement. Et chaque année, pour un peu s'encourager et motiver les équipes, on regarde aussi les progrès qu'on a faits. Et c'est parfois des indicateurs de couverture. Quand je parlais de la fréquentation à l'école, d'accès, le Gabon a des excellents résultats sur l'enregistrement des naissances. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça, c'est très important. On est à 96%. Quand j'en parlais avec le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours, on disait pourquoi pas aller à 100%. Donc, c'est des choses qui motivent, des choses qui peuvent être mesurées, que chaque enfant sur le sol gabonais puisse avoir une identité, ce qui est la première étape pour avoir accès à l'école, etc. À la couverture, à la santé et tout. Etc. Donc, nous identifions des indicateurs. Nous allons aussi auprès des communautés, on fait des enquêtes pour avoir leur ressenti. C'est génial. Et donc, tous ces baobabs, c'est parce que vous avez reçu plein de projets. C'est nous avec le gouvernement, les partenaires. Oui, il y en a en doré, c'est pas du vrai or, bien sûr, en or, en argent et en bronze, en fonction des résultats. Et j'espère qu'on en aura encore plein d'autres. Alors, félicitations pour cette collaboration qui fonctionne bien, parce que du coup, c'est sur la base de ça que vous avez eu tous ces prix. Alors, vous avez tout à l'heure abordé la question du secteur éducatif. Je pense que c'est un point qui est très important. On a beaucoup parlé de santé, c'est tout aussi important que la santé. Comment vous contribuez au développement du secteur éducatif national? On a parlé de la maternelle. Dites-nous un petit peu comment vous agissez du coup dessus. Oui, bien que je suis médecin, je pense que l'éducation, c'est le plus important. Tout est important, mais l'éducation, c'est vraiment important. L'accès, la qualité. Donc, comment nous appuyons? Nous sommes en train de discuter avec le partenaire l'UNESCO, mais aussi, bien sûr, avec le leadership du ministère de l'Éducation, d'essayer de trouver des stratégies pour la petite enfance. Stimuler l'enfant dès son premier âge, ça a un impact que vous ne pouvez pas imaginer sur le développement du cerveau. Et donc, ça le met en position de grandir, de mieux apprendre et d'absorber tout ce qui va lui être donné. Et la petite enfance, c'est l'éducation, mais aussi voir comment à l'école, on peut apporter d'autres choses, la stimulation, s'assurer aussi l'état nutritif et tout ça. Donc, ça, c'est un des points que nous appuyons. Sur l'école, la qualité, encore comme je le disais tout à l'heure, la digitalisation. On est dans 27 écoles, on va rajouter 90 écoles cette année, mais on aimerait bien que ce soit un projet national et que ce soit un projet vraiment qui dure, que l'enfant puisse débuter au primaire et avancer. S'assurer aussi que les enfants ne quittent pas précocement l'école. Et donc, c'est l'éducation, mais c'est agir aussi sur l'hygiène à l'école, s'assurer qu'il y ait des toilettes, des latrines à l'école, parce qu'on a vu avec l'expérience de l'UNICEF que parfois l'absence de toilettes ou de latrines va faire que les jeunes filles, quand elles atteignent l'âge d'avoir leurs règles, vont s'absenter. Elles vont s'absenter pendant une semaine chaque mois, et puis un décrochage scolaire, et puis elles quittent, et puis soit on les marie, soit de grossesse précoce parce qu'elles sont à la maison. Il y a 50% de grossesse précoce au Gabon, c'est énorme, et parfois surtout les jeunes filles qui du coup arrêtent leur parcours scolaire. Donc c'est aussi des choses. Nous agissons aussi sur les violences en milieu scolaire. C'est vraiment un objectif que nous avons de réduire ça. Et ça passe par aussi la sensibilisation, à nouveau la formation des enseignants, à leur donner les moyens de gérer ça aussi en milieu scolaire. Et sensibiliser aussi, parce que ce n'est pas toujours les enseignants envers les élèves, c'est parfois les élèves entre eux. Comment on développe aussi, et ça c'est un point, j'ai cru comprendre dans mes premières interactions avec la ministre de l'Éducation, où c'est vraiment important pour elle de développer aussi les sports et tous les autres domaines, l'art, qui permet aussi que tout enfant s'épanouisse. Exactement. Vous avez totalement raison. Nous avons
aussi une ONG que l'on a créée en 2016 parce que étant dans une radio où, comme je vous le disais au début, avec une cible majoritairement jeune, on est au fait au quotidien des questions des jeunes. Et la question de l'hygiène à l'école, c'est vraiment une question que nous avons traînée depuis plusieurs années. D'ailleurs, avec l'aide de nos partenaires de l'ambassade des États-Unis. Coucou l'ambassade des États-Unis. Nous allons initier un projet dès la rentrée sur l'hygiène. Et quand on le dit comme ça, pour les auditeurs, ils ont peut-être du mal à le visualiser, mais une semaine d'absence, chaque mois, pour une jeune fille, va arriver à la fin de l'année à 45 jours d'absence. 45 jours d'absence, c'est plus d'un mois et demi d'absence sur un cursus scolaire de 9 mois. Ce qui fait que sur l'équilibre même de la formation, c'est pas la même chose. Donc, il y a énormément de jeunes filles qui parfois sont en échec scolaire, parfois décrochent, comme vous l'avez dit, pour la simple et unique raison que lorsqu'elles vivent un phénomène qui est naturel, elles ont leurs règles. C'est naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut interrompre ça, quoi. C'est le cours normal de la vie, parce qu'elles le vivent encore une fois comme une punition. Et elles sont obligées de rester à la maison. Vraiment un point très capital. Alors, Madame Fabry, vous avez abordé tellement de questions aujourd'hui. Je pense qu'au fur et à mesure que vous parlez, on visualise mieux votre action et on comprend mieux l'impact des initiatives que vous mettez en place. Aujourd'hui, on a envie, vous l'avez dit tout à l'heure, on protège les enfants, oui, mais d'une manière, il faut aussi regarder les familles, le père et la mère, parce qu'un enfant sans père, sans mère, voilà. Du coup, j'ai envie de vous demander, quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour les parents? Si elles existent, bien entendu. On sait toujours avec un point d'entrée sur l'enfant quand même. Mais peut-être avant de parler des parents, je vais parler des jeunes, parce qu'on prépare les jeunes à être les parents du futur, les acteurs du futur. Donc nous avons ce projet des You Reporters, il y en a pas mal qui sont très actifs, se sensibiliser entre eux. Ça, c'est très important. Et ça, c'est sur toutes les questions dont on a parlé, mais aussi sur le changement climatique. Nous avons des ambassadeurs, des petits représentants. Nous en avons 4 qui défendent aussi, qui plaident à côté de nous. Donc, préparer les jeunes, être les parents du futur, ça, c'est important. Ou sinon, sur les autres actions, évidemment, nous encourageons l'allaitement maternel, nous aidons les mamans par rapport à ça, pour que la grossesse se passe bien et que l'enfant naisse dans des bonnes conditions. Il faut savoir que la mortalité maternelle ici au Gabon a augmenté selon la dernière enquête. Heureusement, la mortalité infantile, c'est-à-dire des moins d'1 an, a diminué, et néonatale aussi, premier mois a diminué, mais la mortalité maternelle a augmenté. Donc nous œuvrons avec les autres agences. Vous m'avez dit que vous avez aussi eu le représentant de UNFPA, du FNUAP, de travailler vraiment ensemble au niveau de la communauté pour que ces mamans restent en vie et puissent être là pour le développement de l'enfant. Parce qu'un enfant sans sa maman, on sait aussi qu'il va mal évoluer. Sur la protection sociale, je disais que nous espérons faire un grand plaidoyer pour que les parents qui ont des enfants vivant avec handicap puissent aussi être aidés, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est tous les parents en situation de précarité, qu'il y ait, et ça on fait un grand plaidoyer pour qu'il y ait des filets de protection sociale, parce qu'on sait qu'une famille précaire, l'enfant risque de travailler. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent. De se prostituer. D'être exploité. Et d'être partout, sauf à l'école ou dans la famille. Et la place de chaque enfant, c'est à la maison ou à l'école dans un endroit protégé. D'accord. Et justement, c'est bien que vous terminiez avec cette phrase. La place de chaque enfant, c'est à l'école ou dans un espace protégé. Et vous l'avez dit en introduction, il n'y a qu'à regarder les journaux. Nous avons enregistré un podcast il y a quelques semaines avec le colonel Moussavou des forces de police nationale qui a fait de la question de la protection des enfants son cheval de bataille. Et quand elle vous présentait rien que les statistiques de viol sur mineurs,
ou d'agression physique sur mineurs. Il y a des choses qu'en fait on a du mal à concevoir. Et d'ailleurs, en arrivant petit à petit vers la fin de l'interview, j'ai une question personnelle à vous poser là-dessus. Vous vous demandez comment vous faites pour ne pas emmener tout, parce que vous voyez à la fois le bon du monde, mais aussi parfois le côté horrible du monde. Comment vous faites pour survivre à tout ça une fois que vous rentrez chez vous? Mais j'avais envie de vous demander quels sont les projets ou les initiatives que l'UNICEF compte mettre en place ou met en place déjà au Gabon pour protéger contre les abus, l'exploitation, la violence sexuelle. Vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur, vous avez rencontré le ministre de l'Éducation. Qu'en est-il de la question des violences qui, c'est on n'a pas de statistiques, hein, mais rien que du point de vue de l'observation, de ce que les médias révèlent, on a l'impression que c'est chaque jour pire. Oui, alors non, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une prise en charge holistique. On a quelques chiffres, mais bien sûr, qui viennent... voilà, il faudrait qu'on refasse des enquêtes, mais on a le chiffre de 8 enfants sur 10 qui subit des violences. Alors, quand on parle de violences psychologiques, physique, etc., psychologique, sexuelle. mais beaucoup de violences sévères. Donc, on ne peut pas avoir une approche avec un seul ministère ou avec une seule intervention. Ça va surtout parce qu'on doit regarder les causes profondes. Qui sont ces enfants, pourquoi ils subissent ça, d'où ça vient, pour pouvoir avoir des interventions vraiment ciblées. Il y a beaucoup d'enfants, les enfants vivant avec handicap, les enfants qui ont des difficultés, on voit qu'ils ont plus tendance parfois à subir des violences. Donc, je dirais par rapport à ça, c'est vraiment une priorité pour nous, mais d'œuvrer sur plusieurs actions en même temps. La précarité des familles, je disais, avoir une école qui fonctionne bien, qui motive que les enfants restent là. Donc c'est un paquet d'interventions. Maintenant, comment je survis à ça? Je pense que nous tous, parce que maintenant avec les médias et les journaux, enfin, je veux dire, vous ouvrez le journal tous les jours, vous voyez la même chose que moi. Oui, et ça vous donne des insomnies. Et ça donne, voilà, je vais vous rejeter la question, comment nous survivons à ça? Alors, moi, personnellement, je décide de me lever chaque matin et de faire ce que je peux, faire mon mieux, en me disant, bon, peut-être que l'impact n'est pas escompté, mais au moins, si on peut changer la vie d'une certaine partie de la population, changer la culture, c'est ce qui est le plus difficile. Enfin, c'est pas qu'on cherche à changer la culture, c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a certaines attitudes, certaines normes sociales qui ne sont plus adaptées, et c'est ce qu'il faut essayer de changer. Donc voilà, moi ce qui me motive, c'est le petit changement, le sourire que je vais avoir quand je vais dans une classe et que les enfants sont heureux d'avoir leurs ordinateurs, ou voilà, des enfants qui ont été vaccinés, qui ne seront pas malades. Voilà, et donc c'est ces petits bonheurs du quotidien aux côtés de mon équipe, parce que c'est vraiment, il y a une équipe derrière, je le disais en introduction. Tout le monde contribue avec son expertise, avec ce qu'ils peuvent apporter aux résultats qu'on peut avoir en appui au gouvernement. Alors, juste pour vous rajouter un petit truc, nous, à la radio, on dit toujours que c'est la somme de petites actions qui font les grandes. Donc, aussi petites soient-elles, on continue de pousser parce que, à terme, ça fera le grand changement que l'on espère voir. Absolument. Et donc, j'aimerais vous demander quel conseil vous pourriez donner aux jeunes Gabonais qui souhaitent s'impliquer un peu plus dans les initiatives de l'UNICEF, ou du moins soutenir. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez reçu une entreprise agricole qui se demandait, il y a des écoles autour de moi, j'ai envie d'aider, comment je fais? Et s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui se disent, mais moi aussi j'ai envie d'aider, comment je fais? J'ai envie de soutenir, comment ils font? Alors, je veux dire, il y en a plein qui font, parce que j'ai parlé de ce monsieur-là, d'un acteur économique, peut-être ça va être à plus large échelle, mais j'ai reçu aussi dans ce bureau des jeunes reporters qui m'expliquaient les initiatives citoyennes qu'ils avaient dans leur quartier et d'en parler aux autres. Donc, tout le monde peut faire un peu la différence. C'est sûr que c'est pas évident quand on n'a pas de moyens, mais il faut être innovant, il faut peut-être allier le mouvement des reporters, avoir ensemble des petits projets comme
vous êtes en train de le faire. Vous me dites que vous avez créé une ONG, vous ne l'avez pas fait au départ. Vous avez commencé en 2010, mais après, ce besoin est venu. Mais gardez l'espoir et soyez conscients que vous êtes des acteurs du changement, mais que vous n'êtes pas seuls. On est là. Parce que j'entends beaucoup, on dit les jeunes, et beaucoup d'anxiété, énormément. On n'a pas parlé de santé mentale, mais énormément d'anxiété chez ces jeunes qui se disent, mais on doit faire ça, il y a la compétition, il y a la crise économique. Et nous, les générations antérieures qui avons vécu un petit peu, je veux dire, sans toute cette pression et qui avons fait n'importe quoi parfois. Mais non, on est là pour réfléchir ensemble, pour vous aider, pour vous donner les moyens. Donc, venez avec des idées, des innovations, créez quelque chose, faites la différence. Et puis après, ça fait souvent un petit peu boule de neige, ça fait un cascade, voilà. Merci beaucoup, Madame Fabry. Nous sommes arrivés au terme de notre interview. C'était vraiment très passionnant. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé que l'on aborde, que on n'a pas abordé? Et si oui, vous pouvez le dire dans votre mot de fin. Le micro est à vous. Vous pouvez vous adresser aux Librevillois et aux Gabonais. Bon, merci tout d'abord à vous deux d'avoir pris le temps de venir à moi. J'ai envie de dire, bon, je viens d'arriver au Gabon, ça fait 2 mois et demi, donc j'espère que dans quelques mois où on se retrouvera et que je pourrai vous dire, voilà, on a fait des pages et encore plus de baobab. Cette heure, je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais a passé très vite et il y a encore tellement de choses à dire, les besoins sont tellement énormes, mais dire peut-être, voilà, chaque enfant doit être protégé, chaque enfant doit être aimé, chaque enfant doit se développer sans avoir à se poser des questions d'adultes. Et l'UNICEF est là, nous sommes là, l'équipe du Gabon. Et voilà, de voir des initiatives comme la vôtre, ça donne espoir. Et j'espère que vous inciterez aussi d'autres personnes à faire ça, à œuvrer pour les valeurs et les droits des enfants et leur bien-être. Merci beaucoup. Vous n'hésitez pas, lorsque vous lancez vos initiatives et que vous avez besoin de leur donner un peu plus d'écho ou de faire de la communication, ou si vous avez juste besoin de vous adresser aux populations, ne vous inquiétez pas, appelez-nous, c'est avec plaisir qu'on reviendra vous voir. On est vraiment très reconnaissants. Encore une fois, merci. On sait que vous avez un emploi du temps chargé, mais vous n'avez pas hésité un seul instant lorsqu'on vous a écrit. Merci beaucoup pour ça. Chers auditeurs, donc nous étions avec le docteur Marie-Reine Chirezi Fabry, qui est la représentante pays de l'UNICEF au Gabon. Il s'agissait au Gabon, à Sao Tomé et Principe, et au sein de la CEAC aussi. Il s'agissait de parler des initiatives de l'UNICEF pour notre pays, comprendre un petit peu ce que l'UNICEF fait au Gabon, comment ils le font, avec qui ils le font, comment est-ce qu'ils mesurent l'impact de leurs actions. On espère que cette interview a été aussi intéressante et aussi motivante pour vous que cela a été pour nous. On se retrouvera la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi passionnant. Je ne vous spoil pas, mais on va rester dans les Nations Unies. C'est encore une fois l'occasion pour moi de dire merci à mon fidèle partenaire Ivanov qui s'occupe de toute la partie technique de ce podcast. C'est parce qu'il travaille dessus que vous l'écoutez ensuite à la radio et que vous l'avez disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast. On vous embrasse très fort. Protégez vos enfants, aimez-les. C'est de loin l'une des thématiques les plus intéressantes et les plus motivantes que j'ai fait. Comme vous le savez, je suis une nouvelle maman et tout ce qui touche aux enfants, ça me touche. Voilà, donc on vous embrasse très fort et à la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.